OK, ça démarre. Du coup, le live est lancé. Ouais. Heu, bah, bonjour Tiffaine, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va bien et toi? Bah, ça va super. Du coup, bienvenue sur un webinaire, le webinaire Pratico sur, la conception de formation. Du coup, le titre exact, c'est, «Conçois la formation de tes rêves». Du coup, je vais commencer par me présenter, le temps que, des petites personnes arrivent sur le live. Du coup, je suis Philippe, je suis fondateur de Pratico. Nous, on crée un outil pour, dynamiser les formations, que ce soit en présentiel ou en distanciel, du coup en visioconférence. Du coup, c'est l'outil d'ailleurs qu'on va utiliser aujourd'hui. Du coup, avec Pratico, c'est un outil qui permet d'intégrer vos slides et de pouvoir, par exemple, dessiner en temps réel, en collaboration avec des personnes. Du coup, là, justement, j'ai activé la collaboration avec, Tiffaine, qui pourra justement participer avec nous, sur Pratico. Heu, donc voilà, pour vous dire un peu juste rapidement les fonctionnalités, il y a le fait de pouvoir d'intégrer ses slides, dessiner par-dessus, coller des post-it, c'est sûrement ce qu'on va faire, pour ce webinaire. Vous pourrez aussi lancer des quiz, des sondages, à la fin, on a un rapport. Du coup, pour, ce webinaire-là, on le fait avec, Tiffaine. Du coup, Tiffaine qui est ingénieure pédagogique. Et du coup, je vais demander de se présenter. Je ne sais pas, je voulais juste m'assurer que est-ce qu'il y a déjà des personnes connectées? S'il y a déjà des personnes connectées, n'hésitez pas à dire bonjour, ça nous permet de savoir qu'on n'est pas tout seul. Et pendant le webinaire, n'hésitez pas à poser, vos questions. On y reprendra au fil de l'eau ou au pire, à la fin de notre petit webinaire. Du coup, je vais voir sur le chat, je vais juste voir si moi je peux te dire bonjour ou pas? Non, même pas. Bon bref. Donc n'hésite pas. D'ailleurs, il y a un petit temps de décalage, je précise. Du coup, si on répond pas immédiatement, à vos questions, bah, désolé, c'est à cause du temps de décalage. Bon, bah, bref. Du coup, c'est parti. Alors, Tiffaine, qui es-tu? Qui suis-je? Grande question. Oui. Heu, bah, tu l'as dit, je suis ingénieure pédagogique et spécialisée dans le digital. Pour faire un petit peu mon parcours de manière, assez condensée, j'ai eu un premier diplôme d'ingénieur dans tout ce qui est sécurité industrielle, donc à l'INSA Rouen, comme on peut le voir, sur mon profil LinkedIn. Mmh mh. J'ai travaillé donc comme, ingénieure HSE, donc pour hygiène, sécurité, environnement pendant, 2 ans en tout et mes missions étaient, surtout axées sur, la sensibilisation et la formation des personnes, sur le terrain avec des nouveaux outils et donc c'est comme ça que j'ai eu envie progressivement d'aller plus vers la formation. J'ai découvert le métier d'ingénieur pédagogique. J'ai vu que je pouvais combiner ça avec, ma passion pour le digital parce que je suis une geek, depuis que j'ai 8 ans, je joue aux jeux vidéo et cetera et donc quand je peux tester plein de trucs, digitaux, bah, j'adore ça et donc quand j'ai vu que je pouvais mixer, ma passion pour la formation avec ma passion pour le digital, j'ai dit: «Let's go» et donc je me suis formée en tant qu'ingénieure pédagogique et dès que j'ai fini ma formation, je me suis lancée à mon compte, il y a maintenant 3 ans et donc depuis, j'accompagne les personnes à créer leur formation digitale, et quand je dis les personnes, ça peut être des indépendants entrepreneurs, donc pour qui je communique beaucoup sur LinkedIn justement, que j'accompagne à créer leur formation digitale, tout comme ça peut être des entreprises ou des associations qui là, vont souvent me déléguer, la conception complète de A à Z. Voilà un petit peu, pour le panorama. Ça marche, bah, très clair. Super. Je crois que j'ai pas grand-chose, à dire de plus. Tac. Super et du coup, tu parlais des formations digitales. Du coup, bah, je pense que c'est important justement de définir c'est quoi une formation digitale? Mmh mh. On va prendre déjà, l'étymologie. On a la formation, la digitale et le digital donc brièvement, c'est une formation qui utilise le digital. C'est-à-dire qu'on peut en avoir autant en présentiel qu'en distanciel, autant en direct que, en autonomie et là déjà avec ces 4 modalités-là, on peut croiser autant qu'on veut et on a plein de formes de formation digitale. Là où je vais plus intervenir et ce dont on va plus parler aujourd'hui, c'est la formation digitale, en distanciel et donc qui peut être en visioconférence ou en autonomie, c'est-à-dire en e-learning. Hem, la formation digitale, à distance, on va retrouver 3 grandes modalités. On va retrouver, les classes virtuelles, donc en direct. On va retrouver ce que je disais, le, e-learning plus en autonomie et on va avoir la troisième qui est le blended. Pareil, si on prend étymologiquement le blended, c'est le mix des 4,
formes de formation digitale qu'on a pu évoquer avant. Mais là, dans notre cas de formation digitale à distance, quand on parle de blended, ça va être du mix de direct et en autonomie ou synchrone-asynchrone pour ceux qui veulent les mots un peu techniques. Mmh, Voilà, OK, je vous ai donné tous les termes tous les termes techniques de la formation digitale. ça marche, OK. Du coup, en gros, blended, ça veut dire c'est un mélange entre, c'est présentiel et distanciel ou plutôt classe virtuelle, e-learning et blended? Enfin, Bah, en fait, blended, techniquement, c'est tu mixes ce que tu veux. Donc ça peut être un mélange de présentiel-distanciel, ça peut être un mélange de classe virtuelle e-learning, ça peut être un mélange, en présentiel, si tu as un mélange de direct autonomie, bah, étymologiquement, c'est aussi considéré comme du blended, puisque le blended, en français, on parle de hybride, c'est quand tu mixes. Donc dès que tu mixes des modalités, tu es dans du blended. Là, mmh, vu qu'on parle plutôt de la formation, distancielle, quand on parle plutôt du distanciel, le blended, ça va être, classe virtuelle e-learning. OK, ça marche. D'ailleurs, il y a des, tu sais, s'il y a un peu des petites sous-catégories, par exemple, dans l'e-learning, dans la classe virtuelle? Je prends des petits exemples, je sais pas. Ou e-learning, c'est que de la vidéo, par exemple? Je crois pas, je Non. pense. Je sais pas comment on va Ouais, non, non, faire. surtout Je pas. spoil ou pas? Si je pose la question avant. Comment? Je spoil pour la suite si je pose la question Ouais, avant? D'accord, bah, ouais, je vais pas spoiler on alors. va en parler un peu, mais bah, voilà, ça fait partie des composantes. Vas-y, je te laisse enchaîner, comme ça on va pouvoir, OK, ça marche. approfondir un peu. Du coup, quelles sont les 3 composantes pour une super formation digitale? Alors, on a évoqué, bah, tu parlais des supports avec la vidéo, donc mixer les supports, adapter son contenu et avoir quelque chose de rythmé. Je sais plus si c'est exactement dans cet ordre-là qu'on va les regarder, mais en tout cas, c'est les 3 les plus importantes. Avoir un contenu adapté, qu'on va présenter avec des supports, variés et tout ça avec un petit peu de rythme, sympa qui engage les personnes et qui fait qu'on a envie de rester jusqu'au bout de la formation. OK, ça marche. Bah, super, bah, on va commencer. Alors, qu'est-ce qu'on a prévu? Bah, on avait d'abord prévu par le contenu adapté, ça te va ou pas? Ça me va très bien puisque c'est la première chose à faire de toute façon quand on veut créer une formation, c'est, heu, du contenu adapté. Adapté en fonction de quoi? En fonction de les objectifs pédagogiques qu'on a fixés et les personnes à qui on va s'adresser. Et quand on parle des personnes à qui on va s'adresser, on parle aussi du contexte, on parle de leur niveau initial, on parle de leurs contraintes, on parle de plein de choses. Il faut vraiment les connaître, je vais pas dire par cœur, mais pas loin. Et les objectifs pédagogiques, pourquoi c'est important? C'est vraiment ce qui va, donner une direction à la formation. Puisque si on ne sait pas de quoi on va parler, comment est-ce qu'on peut choisir, le contenu qu'on va mettre dedans? Heu, voilà. Donc le contenu adapté, c'est adapté en fonction des objectifs pédagogiques des personnes auxquelles on s'adresse et à partir de là, on va pouvoir faire notre sélection pour avoir quelque chose de vraiment pertinent. Si on en OK. met trop, on va perdre les personnes. Si on en met pas assez, on n'est pas sûr d'atteindre nos objectifs. Donc on va pouvoir bien sélectionner notre contenu grâce à ces 2 éléments. OK, ça marche. Est-ce que tu as des exemples de contenus, peut-être dans des cas, comment tu adaptes tes contenus par rapport à un objectif adéquat ou par rapport à certaines personnes? Souvent la méthode que j'aime beaucoup, c'est de prendre les choses à l'envers. C'est-à-dire, on va rédiger notre objectif pédagogique. Tiens, on va prendre un exemple. Exemple, à la fin de ma formation, les apprenants seront capables de réaliser un fondant au chocolat en suivant une recette donnée. Voilà, c'est notre objectif pédagogique. Hem, la première chose à faire, c'est je vais me demander comment je vais évaluer ça. C'est-à-dire comment je vais pouvoir m'assurer qu'à la fin de la formation, les personnes ont réussi à atteindre cet objectif. Là, par exemple, ça pourrait être, si je suis dans une formation à distance, les personnes doivent se filmer pendant la réalisation de la vidéo, puis m'envoyer la vidéo. OK, tu as ton évaluation. Maintenant, quelles sont toutes les connaissances et compétences que les personnes doivent avoir pour réussir cette évaluation? Et à partir de là, tu vas pouvoir remonter doucement et tu vas arriver, en fait, à la liste de ton contenu. Et c'est comme OK. ça que tu vas être sûr que tu as pas de trucs en trop, parce que tout le contenu que tu auras dans cette liste, c'est vraiment le contenu qui permet, d'atteindre l'objectif pédagogique. Après, bien évidemment, on peut avoir plusieurs évaluations par objectif et donc plusieurs contenus. Mais ouais. OK, ça marche très clair. Bah, oui, bah, parce qu'au final, vu que l'objectif, c'est une finalité Mmh. et qu'on adapte à l'objectif, c'est au final, ça devient un peu, ça semble évident au final bah, justement de commencer par la fin, vu que c'est la finalité qui compte. Et au niveau, bah, justement peut-être aux personnes,
comment tu adaptes un peu au sujet des personnes, par exemple? Mmh. Si tu as un exemple? Là, je conseille de faire un peu, le travail en parallèle. C'est-à-dire que d'un côté, on va avoir le contenu, de l'autre côté, on va avoir les personnes. Donc faire le travail en parallèle, c'est-à-dire que pour, comment dire? Pour bien connaître les personnes, on va chercher à connaître donc le contexte de la formation, le niveau initial, les besoins, les attentes, les contraintes. Voilà, ces 5 éléments. Notre première chose à faire, ça va être de lister ces 5 éléments et ensuite, une fois qu'on connaît tout, on va essayer de voir: «OK, j'ai connaissance de tel besoin, quel impact ça a sur la formation? J'ai connaissance de telle contrainte, quel impact ça a sur la formation?» et cetera. Et donc ça va nous permettre de faire une liste, de l'impact sur la formation. Hem Et à partir de là, ça va nous permettre aussi d'avoir déjà une première idée, du contenu. Et donc une fois qu'on a fait ces 2 étapes en parallèle, c'est-à-dire le travail sur le contenu en partant des objectifs pédagogiques, le travail sur, les personnes, et donc le public auquel on va s'adresser, on va pouvoir croiser les 2 et vérifier que ce contenu qu'on a sélectionné remplit bien les critères, qu'on a pu lister grâce à la connaissance des personnes. OK, ça marche. Il y a une petite remarque sur le chat. Ouais. Du coup, on a 2 personnes qui se disent bonjour. S'il y a d'autres personnes qui sont présentes, n'hésitez pas à dire bonjour, ça nous fait plaisir. Du coup, il y a Michel qui nous dit que réaliser un pain au chocolat n'est pas un objectif pédagogique, c'est une compétence. Mmh mh. Qu'as-tu à répondre à Michel? Qu'en penses-tu? Et bien qu'au final, un objectif pédagogique, c'est l'atteinte, d'une compétence. Donc, on peut très bien dire, à la fin de la formation, les personnes seront capables de, réaliser un fondant au chocolat en suivant une recette, donnée. Puisque là, en plus de la compétence, on donne un cadre précis, on dit que ce sera à la fin et puis, on peut l'évaluer derrière. Donc Mmh pour mh. moi, on reste dans un objectif pédagogique, puisque Ouais, l'objectif, c'est l'atteinte de connaissances et de compétences. clairement, ouais, ça fait sens, ça fait sens. Heu, OK, ça marche. Du coup, des formats. Du coup, j'imagine que c'est, bah, Ouais. sûrement comment mixer les formats, justement dans une formation digitale. Je Mmh. t'écoute. Bah, on va pouvoir rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'on met que de la vidéo? Surtout pas, surtout pas. Notre but, ça va être de mixer dans le sens où, bah, on a tous déjà vu je mets des guillemets, une formation avec que de la vidéo plus, des petits PDF. Bah, ça, c'est pas vraiment une formation dans le sens où justement on n'a pas d'évaluation des objectifs pédagogiques. Ce qui fait qu'on a une formation, c'est qu'on va avoir des objectifs pédagogiques qui sont évalués et qu'on peut justifier d'une montée en connaissances et en compétences. Et pour ça, il nous faut des formats variés. Donc déjà, pour rentrer dans la définition d'une formation, il faut des formats variés, mais en plus, pour capter l'attention des personnes, il faut des formats variés. Personne n'a envie de passer 3 heures devant une vidéo, personne n'a envie de passer 3 heures à lire un texte, personne n'a envie de passer 3 heures à regarder des schémas. Par contre, passer 3 heures à rebondir d'un format à l'autre, à avoir des activités qui nous mettent, en pratique, à pouvoir se poser des questions, à avoir un peu de contenu descendant et à croiser tout ça, là, ça devient un peu plus intéressant. Donc des formats variés, on peut retrouver de la vidéo, ça ne veut pas dire qu'il faut, effacer la vidéo totalement. On peut avoir de la vidéo, on peut avoir différents types de vidéos d'ailleurs, on peut avoir les vidéos face caméra qu'on a tendance à voir beaucoup. On peut avoir des vidéos de partage d'écran qu'on voit aussi régulièrement. On peut aussi avoir des vidéos de type motion design qui sont très, très intéressantes, surtout pour, faire un peu de storytelling ou ce genre de choses, c'est toujours sympa. On peut avoir un mix de tout ça dans une même vidéo, d'ailleurs. Ensuite, on peut mettre un peu de côté de la vidéo, on peut avoir de l'audio. L'audio, c'est un format qui est très, très sous-estimé, alors qu'il est génial pour justement raconter des histoires, des anecdotes et permettre ces petits moments un peu de pause pour le cerveau aussi. OK, là, on fait une petite pause, tu as eu plein d'infos, maintenant je te raconte une petite histoire qui a toujours un lien avec, notre sujet de formation, mais qui permet de reposer un peu avant de retourner sur du contenu plus concret, plus technique éventuellement. Donc l'audio est très sous-estimé et je recommande fortement de le mettre dans des formats, de formation qui sont en asynchrone, donc où les personnes sont en autonomie. Mmh. Après on peut avoir, tout ce qui est illustration, donc des schémas, des infographies, des images, des, heu, des petits dessins, des icônes, enfin vraiment des choses qui vont permettre de représenter le contenu. Puisqu'on a besoin aussi de visualiser les choses, juste de les entendre, ça suffit pas, juste de les lire, ça suffit pas. On a besoin de pouvoir se représenter les choses, donc c'est toujours plus intéressant.
Et on va avoir mon type de support, préféré, les supports interactifs. Les supports interactifs, c'est des supports qui évoluent avec l'action des personnes. Il y a 2 outils qui sont très, très connus pour faire, ce genre de support. Il y a Genially, que je recommande, 1000 fois, et un autre qui est plus complexe à prendre en main, mais qui forcément a aussi des fonctionnalités plus complètes, c'est, Articulate Storyline. C'est vraiment 2 outils qui sont assez connus pour, faire des supports interactifs. Et le gros intérêt des supports interactifs, donc pour ceux qui petite parenthèse, pour ceux qui n'en ont peut-être jamais vu, je vais vous décrire un petit peu ce que c'est. Souvent, un support interactif, ça ressemble visuellement à un PowerPoint, sauf que la différence, c'est qu'en fonction, des actions de la personne, c'est-à-dire si elle clique quelque part, si elle glisse quelque chose, voilà, en fonction de ce qu'elle fait, le contenu à l'écran va évoluer. Par exemple, elle va avoir plusieurs boutons sur lesquels cliquer et en fonction du bouton sur lequel elle clique, va y avoir du contenu qui s'affiche à l'écran. Voilà, c'est l'exemple type d'un support interactif et derrière, on peut imaginer énormément de choses. Il y en a qui font des jeux, il y en a qui font, des serious games, enfin, c'est la même chose, des serious games, des escape games, des infographies interactives. Enfin, on peut faire énormément de choses et ça, c'est vraiment un support que je recommande énormément à mettre dans les formations, surtout quand les personnes sont en autonomie. Déjà parce que ça rend les choses vivantes. La personne est engagée vraiment dans l'apprentissage. C'est elle qui manipule les supports et c'est elle qui affiche le contenu quand elle le souhaite. Et justement, le fait qu'elle affiche le contenu quand elle le souhaite, elle gère son rythme d'apprentissage. Et donc, ça aussi, ça l'aide beaucoup. En plus de ça, le fait de pouvoir afficher les informations quand on le souhaite, c'est intéressant pour quand on veut revenir sur les infos. Ça nous est sûrement tous déjà arrivé de vouloir revoir une vidéo tuto ou une vidéo en tout cas qui nous donne de l'information. Bah, pour retrouver l'information en question, c'est pas toujours très facile. Alors que quand on a un support interactif, on a juste à cliquer sur le bouton qui nous donnait l'information et hop, ça nous affiche l'information qui nous intéresse. Donc c'est aussi très intéressant. Voilà, j'ai pas mal parlé. Non, mais trop bien. Mais d'ailleurs, je pense qu'on a une question qui va dans ce sens. Ouais. Heu, Quel est ton avis sur la gamification en formation pour s'adapter aux apprenants et les engager davantage? Mmh mh. La gamification, je pense que c'est un outil comme un autre, dans le sens où, c'est un outil très intéressant. C'est un outil qui va pouvoir engager les personnes, mais c'est pas un outil qui doit prendre le dessus sur la formation et la pédagogie, qu'on utilise pour notre formation. Dans le sens où la gamification doit vraiment venir, être un plus. On doit d'abord réfléchir à justement, nos objectifs pédagogiques, les personnes à qui on va s'adresser, le contenu qu'on va mettre, comment est-ce qu'on va structurer et présenter notre contenu et seulement après, ça peut être intéressant de se dire: «OK, de la gamification, ça peut être pas mal, je peux en ajouter ici, je peux en ajouter ici, je peux en ajouter ici». Mais je recommande pas forcément de créer sa formation en partant directement dans, OK, ça va être une formation gamifiée et je construis toute la formation autour de ce principe de gamification. Parce qu'on a ce risque, ça n'arrive pas toujours, il y en a qui arrivent à faire des super formations en partant dans cette idée-là, mais il y a quand même le risque de perdre, la ligne directrice de la formation et la pédagogie qui doit être le cœur de la formation. Ça marche. Le coup de toujours être au Mmh. service de l'objectif pédagogique. Même si Ouais. la gamification, c'est cool, c'est, d'abord l'objectif plutôt que le format répond à l'objectif et la Mmh. gamification n'est qu'un format parmi d'autres, c'est ça? C'est ça, ouais, complètement. OK, ça marche. Super. Mehdi nous demande: «Audio me semble dire beaucoup». Heu, Peut-être que c'est peut-être mal formulé, j'essaie de la comprendre. Et du coup, est-ce que c'est plus fort que la vidéo, tu penses? Je pense pas Pour le qu'il y ait un des formats qui soit plus fort qu'un autre. Je pense qu'ils se complètent tous très bien. Les objectifs vont être différents dans le sens où l'audio va être génial pour raconter des histoires, des anecdotes, des cas concrets, ce genre de choses. Là où la vidéo peut être, vraiment top pour tout ce qui est tutoriel, démonstration, notamment pour quand on veut montrer des choses qui se passent sur un outil. Imaginons une formation pour prendre en main un nouvel outil, digital. Bah là, la vidéo peut être vraiment super pour avoir des tutoriels, qui montrent vraiment pas à pas comment utiliser l'outil. Donc il y en a pas un qui va être plus intéressant que l'autre. La seule chose, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on veut les utiliser pour être sûr de faire le meilleur choix. OK, ça marche. D'ailleurs, audio, tu pensais parce que est-ce que tu penses plutôt à des capsules de 2 minutes ou plutôt des longs podcasts, heu, dans ce sujet? Dans la formation en elle-même, je conseille plutôt les audios courts, Mmh mh. qui vont permettre, voilà, de rebondir sur des choses, de raconter des petites histoires. Si on veut partir sur des audios longs, on peut les mettre plus en ressources supplémentaires éventuellement.
On peut dire, OK. voilà, si tu veux approfondir telle chose ou si tu es intéressé pour tel élément, voilà, tu peux lire ça. Comme les vidéos d'ailleurs. Les vidéos, on va essayer d'être sur des formats très courts dans une formation digitale, quand les personnes sont en autonomie notamment. Hem et si on a des vidéos beaucoup plus longues, soit on regarde pour les découper, pour les faire rentrer, dans notre plan de formation, soit si on veut rester sur une vidéo longue, vraiment se demander: «OK, est-ce que tout ce qu'il y a dedans, déjà, est important?» Là, on revient sur le premier point du contenu adapté et si c'est le cas, c'est mieux de voir pour découper, pour mettre dans le plan. Si on se dit que c'est plutôt secondaire, ça peut être une ressource en plus et dire aux personnes: «Voilà, si tu veux aller plus loin, cette vidéo peut être intéressante». OK, ça marche. Top, bah, très clair. Bah, je pense qu'on en sait un peu plus, enfin bien plus sur les formats et ensuite de l'action. Alors, je t'écoute. De l'action, et du rythme, dans le sens où, bah, on le sait tous, si on laisse une personne passive devant son écran, il va rien se passer. Mmh mh. Si les personnes ont besoin d'être mises en action, ont besoin de faire quelque chose, donc déjà les supports interactifs, ça y participe, c'est ce qu'on disait, parce que les personnes sont vraiment plus actrices pardon, de la formation et on a besoin, en plus de ces supports interactifs, d'avoir, des vraies activités. Il y a et des quiz, ça suffit pas toujours. Je préfère le préciser. Les quiz, c'est sympa, ça permet de vérifier quelques petites notions, mais c'est pas du tout ce qui va suffire, non seulement pour valider un objectif pédagogique, mais aussi pour engager les personnes. Si on veut une formation qui soit efficace, qui soit digitale et efficace, il faut vraiment, hem, avoir des activités qui permettent d'évaluer les objectifs pédagogiques qu'on a pu, heu qu'on a pu lister. Alors oui, si l'objectif pédagogique, c'était, de trouver la bonne réponse dans une liste donnée, oui, là, un QCM, ça peut être bien. Mais c'est rarement ça, les nos objectifs. Nos objectifs sont souvent plus, de savoir-être ou savoir faire quelque chose, et ça, on a besoin de le vérifier. Donc les gens sont parfois un peu embêtés quand je leur dis que le QCM, ça suffit pas, en digital parce qu'ils savent pas trop quels autres types d'activités proposer. Alors déjà, ce n'est pas parce que la personne regarde le contenu sur écran que toutes les activités doivent être sur écran. Vous pouvez très Ouais. bien inviter la personne à faire des activités en dehors de l'écran et ensuite, pour tout ce qui est plus sur écran, heu et bah, vous allez devoir mettre les personnes en action. Les inviter à rédiger des choses, les inviter à enregistrer des choses, des audios, des vidéos, les inviter à compléter certains documents que vous allez leur mettre à disposition. Les personnes peuvent avoir peur de proposer ce genre d'activité parce qu'elles se disent: «Ah oui, mais là, je vais trop lui en demander et donc elle va pas le faire et ça va l'ennuyer». Je pense que les personnes sont beaucoup plus ennuyées en étant passives qu'en en ayant la possibilité de, mettre en application des nouvelles connaissances ou compétences qu'elles auraient, acquis grâce à la formation. Donc il faut vraiment y aller. Il faut pas hésiter à le mettre, et bien évidemment, quand on propose des activités, on fait en sorte de pouvoir, corriger ces activités et amener du feedback pour que les personnes puissent s'améliorer. Parce que proposer une activité sans aucun retour, ça n'a pas grand intérêt non plus. Donc c'est important, quand on propose des activités, soit on se rend disponible pour les corriger, soit on met un système de mentorat en place pour que d'autres personnes puissent les corriger, soit on met des grilles d'auto-évaluation en place pour que les apprenants puissent déjà voir eux-mêmes, comment ils se situent par rapport à aux résultats qui étaient attendus. Soit on peut penser aussi à de l'évaluation par les pairs, il y en a beaucoup qui font ça, que les personnes s'évaluent entre elles. Voilà, il y a plein d'options pour, proposer une évaluation, heu, concrète et avec un retour. OK, ça marche. Bah, je pense qu'on est, c'est plutôt complet et je regarde un peu les petites notes, mais oui, oui, tu as ouais, c'est vrai que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de trop en demander, sur le sujet, que genre, comme si, les apprenants ne devraient pas bosser et juste, être passifs, alors Mmh. que, c'est la dernière chose à faire. En fait, faut peut-être, ouais, peut-être que ouais, alors qu'en fait, ils veulent être mis en action, ouais, comme tu disais, Mmh. carrément. Du coup, est-ce que Et tu parlais d'activités, est-ce que tu as des petits exemples, d'activités que tu as conseillées, qui mmh. sortaient un peu du lot, qui sortaient un peu du quiz, quoi? Mais souvent,
Ce qui ressort beaucoup comme type d'activité, ça va être, soit une trame à compléter et ensuite on donne aux personnes une grille d'auto-évaluation pour vérifier qu'ils ont bien complété leur trame, plus un exemple de trame complétée duquel ils peuvent s'inspirer. Ce que j'ai vu aussi, c'est, on a invité les personnes à enregistrer une vidéo d'elles en train de faire, une tâche demandée et ensuite elles envoyaient la vidéo au formateur pour que le formateur puisse faire là un retour, vraiment personnalisé en regardant la vidéo et leur faire un retour. Ce que j'ai vu aussi ce qu'on a mis en place aussi avec notre client qui était très, très intéressant, c'était, chaque semaine, elle organise un live avec les personnes qui suivent sa formation et donc en amont du live, elle envoie un exercice et elle demande à toutes les personnes qui se sont inscrits à ce live de réaliser l'exercice. Ensuite, ils font une correction tous ensemble en groupe pendant le live. Ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Mmh. Hem, voilà, quelques petits exemples. OK, OK, ça marche. Super. Est-ce qu'il y a des questions? Voulez-vous hop, alors il y a Mehdi qui nous demande: «Est-ce qu'on ne peut pas apprendre en parcourant des évaluations, avec un feedback adapté?» Mmh. On peut, en soi, c'est une des méthodes pédagogiques d'amener d'abord l'interrogation chez la personne, de demander à la personne de faire une activité, puis de lui amener une réponse précise et détaillée. On peut maintenant, je ne recommande pas de mettre que ça, dans le sens où ça rejoint un peu le sujet du rythme. Si on a une seule, méthode pédagogique tout le long de la formation, ça peut être compliqué à suivre. Tout comme si on avait que du descendant, ça peut être aussi compliqué à suivre. Donc on peut totalement apprendre, grâce à des évaluations et du feedback adapté, mais il faut pas qu'il y ait que ça dans la formation. C'est important de mixer. Mmh. Ouais, ouais, carrément. OK, je vois. Oui, c'est vrai, en fait, faut l'évaluation, c'est importante, mais il y a pas que ça, quoi. C'est vrai qu'on l'a beaucoup je pense qu'on l'appuie beaucoup parce que c'est peut-être ce qui est oublié, quoi. Mmh, C'est que c'est donc ça. Mais ça marche très bien, ce que nous dit Mehdi, ça marche très, très bien, et c'est quelque chose que je recommande aussi. On a beaucoup tendance à faire du descendant puis faire l'évaluation. Ça marche très bien aussi de d'abord faire une activité slash évaluation et ensuite d'amener l'information. Comme ça, on amène d'abord du questionnement chez la personne. super. J'ai une petite question d'Anthony et d'ailleurs, je viens de découvrir une fonctionnalité sur, Restream, c'est qu'on peut montrer les questions comme ça. Du coup, on apprend tout le temps. Du coup, une réflexion aujourd'hui en tant que formateur dans une ère à laquelle on peut poser toutes les questions que l'on veut et avoir des réponses personnalisées en vocal avec une IA. Quelle est la place du formateur et comment apporter sa plus-value? Mmh mh. Bah, je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la différence entre l'IA et nous, c'est le côté humain, dans le sens où en soi, n'importe qui en fait, on va rejoindre un peu ce qu'on disait ce qu'on disait tout à l'heure. Hem, Ce qui va différencier une IA d'une personne, ça va être, ce côté humain et la faculté qu'a, un être humain à comprendre précisément le besoin de la personne qu'elle a en face. Dans le sens où l'IA, son rôle, c'est juste, de faire des prédictions, au final. Une IA générative, ce qu'elle fait, c'est elle cherche, le mot le plus adapté pour répondre à la question qu'on lui a posée. Hem, Là où un être humain va un peu réfléchir différemment et va d'abord chercher à bien comprendre la situation de la personne qu'elle a en face. Hem, c'est là-dessus qu'on peut vraiment, avoir une plus-value et c'est pour ça que beaucoup de personnes, quand on regarde, que ce soit sur les réseaux sociaux ou, des personnes avec qui on échange, beaucoup disent: «Je ne veux pas, être formé que par une IA. Je veux avoir un être humain avec qui échanger, un être humain qui va comprendre les failles, qui va comprendre le raisonnement que j'ai eu dans cette situation et qui n'était pas forcément le bon». Parce qu'on le voit rien que quand on a une salle de formation avec, des apprenants qui ont tous des niveaux différents, tous des réflexions différentes, il faut aussi réussir à s'adapter, comprendre: «OK, cette personne-là, n'a pas eu le bon raisonnement, mais quel est exactement le raisonnement qu'elle a eu et à quel moment dans son raisonnement, il y a quelque chose qui a péché et comment on peut aller corriger ça? Donc l'IA est très intéressante, hein. L'IA est un outil extrêmement puissant et ce serait une erreur de faire comme si elle n'existait pas et qu'il ne fallait pas l'utiliser. Par contre, je pense pas qu'elle va nous remplacer, mais qu'en effet, il y a un travail à faire pour, en tant que formateur, travailler davantage sur le côté humain que sur le côté de l'information. Puisque l'information en elle-même, justement, on la trouve partout. Aujourd'hui avec l'IA, mais même avant avec juste internet, l'information, on la trouvait partout.
Le Ouais, rôle c'est du formateur aujourd'hui, c'est plus de travailler le côté humain que le côté, juste d'information et ça ouais, tombe ouais, bien, la formation, c'est de l'humain avec de l'humain. ouais, ouais, c'est sûr, parce que ça fait longtemps que internet existe, où on a toutes les informations du monde et il y a jamais cessé d'avoir, de l'information, entre humains d'ailleurs. Je suis assez Mmh d'accord mh. avec ça. Donc à voir. Mais après, c'est vrai que l'IA, elle ressemble de plus en plus à un humain avec le vocal, mais pour l'instant, elle a pas comme tu disais, la faculté de comprendre, celle qui est en face. Je pense que c'est Mmh ça. mh. C'est qu'elle peut agir comme un humain, mais elle peut pas d'abord comprendre, peut-être les signes, Ouais. peut-être non dits que l'on dit, bah, justement lors d'une rencontre, quoi. Mmh mh, mmh mh. OK, je pense qu'on a fait le tour et il est 13 heures. Du coup, c'est un peu la fin du live, mais Il en est avant temps. de terminer, on va te présenter justement tes actus. Alors, quelles sont tes actus, Tiffany? Bah, je vais vous parler d'une surtout, avec un autre ingénieur pédagogique, on a développé une formation qui s'appelle, la formation digitalisation pour justement apprendre à passer d'un format présentiel à un format distanciel avec du digital. Donc si ça vous intéresse, vous hésitez pas, vous m'envoyez un petit message et puis je serai ravie, de vous en dire plus, vous expliquer comment ça se passe et comment vous pouvez vous inscrire si vous êtes intéressé. OK, parfait et sur quoi on peut te suivre, Tiffany? Principalement sur LinkedIn. OK. Voilà, principalement sur LinkedIn. Je suis aussi un peu sur Instagram, mais si vous me suivez sur LinkedIn, je vais pas vous le cacher, vous avez pas d'intérêt à me suivre en plus sur Instagram parce que pour l'instant, c'est les mêmes posts que vous retrouvez, sur les 2 réseaux. OK, ça marche. Bah, dis quand même peut-être ton ID, ton Il me semble que c'est tif.learning, donc TIPH.learning. Je crois que c'est ça. OK, ça marche. Du coup, on va mettre ça côté réseaux sociaux et je sais pas si tu as un site, une newsletter, si tu as autre chose à partager encore? Ouais, j'ai un site, bah, c'est shared-learning.fr, donc le nom de ma société. Il y a une newsletter qui est envoyée, pour l'instant, c'est 2 fois par mois, mais là, elle est en train un peu d'être retransformée pour avoir, éventuellement, en plus des témoignages d'autres personnes qui soient diffusés dans cette newsletter. Heu, donc voilà. Voilà un OK, petit peu. ça marche. Mmh. Tac. OK, ça marche. Du coup, n'hésitez pas bon, je suis un peu en freestyle, mais bon, comme tu as dit que c'est plutôt le point le plus intéressant, j'essaie de te la mettre en avant comme ceci. Ouais, les paillettes, Avec il y a des étoiles. On peut faire des étoiles sans pratico, c'est ah ouais, important. c'est parti. Génial, hop là. Super. Bah, top, bah, merci à toi. Est-ce que je regarde rapidement s'il y a des petites questions, des petites remarques? Je suis d'accord, c'est aussi les retours que j'ai des apprenants. J'utilise aussi l'IA pour générer des quiz Mmh. personnalisés en temps réel, à partir des lacunes des apprenants pendant une visio. Mmh. OK, du coup, Ouais, oui, l'IA, c'est toujours un outil, super utile très pour bon outil. comme disait aussi, Michel, l'IA Ouais. égale outil, ça ne remplace pas le formateur. En tout cas pas pour Ah bah, l'instant. complètement, Je suis d'accord. complètement L'arrivée des et Terminators, des Témis, enfin bref, pardon. non, non, il y a pas de souci et de manière générale, de toute façon, les outils doivent s'adapter à la formation, à notre pédagogie, donc à nos objectifs et nos apprenants et c'est surtout pas l'inverse. On fait pas en sorte que notre formation s'adapte aux outils. Les outils, c'est vraiment secondaire. OK, ça marche. Bah, super, bah, on peut, terminer sur ça. Bah, merci à tous, merci à toi déjà Tiffaine d'avoir accepté l'invitation. Merci, à LinkedIn, aux copains LinkedIn, pour justement vos questions super intéressantes pour approfondir justement, ces sujets-là, votre participation parce qu'au moins c'est cool de pas parler, à un écran noir. Enfin on parle pas à un écran noir, de toute façon je parle avec toi Tiffaine, il y a pas de souci. En vrai, même nous 2 c'est vrai. Mais, merci à tous. Bah, je vous souhaite à tous, une bonne journée. Bon appétit si vous n'avez pas encore mangé et à une prochaine pour un prochain webinaire. Bah, salut. Merci, au revoir.